Bonjour, je suis Olivier Parcollet, Data Management spécialiste IMIA pour Nutanix, et aujourd'hui je vais vous parler de notre produit ERA, un outil qui va vous faciliter la mise à jour, le déploiement, la création de vos images de moteurs de base de données, leur déploiement ainsi que leur protection. Avant cela, je souhaite partager avec vous quelques définitions afin que nous ayons un référentiel commun. Lorsque nous parlerons de DB, nous parlerons de base de données. Lorsque nous évoquerons DBA, nous parlerons de l'administrateur des bases de données. Pour le database provisioning, nous signifierons par ce terme un process qui consiste à créer une nouvelle base de données, infrastructure et moteur inclus au sein de son OS. Lorsque nous ferons un cloning, ce sera une recopie totale d'une machine virtuelle incluant la base de données, les données dans la base, les binaires ainsi que les applications tierces présentes sur le disque. Lorsque nous parlons de database refresh, c'est un process qui consiste à écraser une base de données existante à partir de votre base de données de production ou en attente et inversement, par exemple pour une mise à jour. Pour le database restore, nous signifierons par ce terme la restauration de l'ensemble d'une base de données sur une autre déjà existante, voire sur une nouvelle, ou créer une nouvelle image à partir d'une base existante et sauvegardée. Et enfin, le copy data management, c'est un process qui consiste à créer une recopie de la base de données de production pour différentes fins, les sauvegardes, la protection, l'analyse BI, le développement et l'évolution du produit, et ainsi de suite. Avant de parler de ERA proprement dit, je souhaite rappeler un petit peu quel est le rôle de l'administrateur de base de données, des DBA. Donc son rôle, on peut le définir par un ensemble de tâches qui sont installer et mettre à jour et paramétrer une base de données, définir, gérer et assurer la sécurité d'accès à ces mêmes données, maintenir, optimiser les performances de la base de données, donc veiller à ce qu'on ait toujours les mêmes temps de réponse ou qu'ils soient, tant que faire se peut, améliorés tout au long de la vie de l'application. Réaliser la veille technologique, faire évoluer le socle et les applications associées, oui, c'est un rôle que l'on évoque peu, mais il est très important. Donc de maintenir et de réaliser la veille technologique et de voir si le produit a de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles évolutions, ou si on est susceptible d'en employer d'autres pour améliorer encore l'utilisation de l'application qui est derrière. Bien entendu, le DBA a aussi un rôle clé pour conseiller les développeurs sur l'optimisation du code SQL. Ça peut être notamment le cas lorsqu'on change le moteur de base de données parce que quelques ordres peuvent devenir obsolètes. Et il peut être intéressant pour le DBA de revoir, faire des revues de code avec les développeurs afin de pouvoir utiliser les améliorations fournies par une nouvelle version de moteur de base de données, par exemple. Et puis enfin, il y a assurer la disponibilité, la sauvegarde et surtout la restauration des données, les fameux SLA. C'est s'il y a bien quelque chose qui est important pour une base de données qui contient souvent les données les plus essentielles de l'entreprise, c'est de pouvoir les sauvegarder et surtout les restaurer lorsque le besoin s'en fait sentir. Tous les gains de temps sont bienvenus pour permettre à un DBA de répondre au mieux aux besoins des métiers de leur projet, plutôt que de passer son temps sur des tâches récurrentes, pas forcément très intéressantes et qui n'ont pas une réelle plus-value pour l'entreprise. Parmi ces tâches très récurrentes et chronophages, on en a distingué deux chez Nutanix. La première, c'est le fameux Tech Refresh. En tout cas, c'est dupliquer les environnements pour les besoins de tests, de développement de recettes de production avec des données à jour, avec un jeu réduit de données. Typiquement, on peut effacer des données au sein d'une base de données pour les anonymiser. Cela rejoint le concept notamment de RGPD en Europe. Lorsque vous avez des données sensibles ou des données qui ciblent des personnes, on peut les effacer afin de donner une base de données, par exemple, à une entité externe qui fait du développement sur votre application. On peut aussi avoir un moteur de base de données seul sans jeu de données, par exemple à des fins de mise à jour de ce moteur. Donc pour gagner en temps, plutôt que d'avoir une très grosse base de données derrière, on peut faire une mise à jour du moteur vers une version suivante. Et le fait d'avoir un jeu réduit de données, on accélérera cette mise à jour. Et puis il y a aussi la version de montée, le patching des moteurs de base de données, hein, comme je viens de l'évoquer.
C'est important d'accélérer le process de mise à jour du moteur, de vérifier qu'il n'y a pas de régression et que les correctifs sont bien appliqués. Et plus les données sont petites derrière, plus ça ira vite. Défragmenter la base, on n'en parle pas, mais une base de données se fragmente parfois. Et il peut être intéressant de faire un export-import, de faire un reset, comme on le ferait avec un système de fichiers qu'on va reformater. On peut appliquer le même processus sur la base de données pour défragmenter cette base. Et puis surtout, en cas d'échec, par exemple, d'une mise à jour ou d'un process quelconque, on peut revenir en arrière très rapidement et il faut pouvoir remettre à disposition l'application aux utilisateurs. ERA, notre produit, adresse tous ces cas en utilisant de manière optimum l'espace de stockage lié à notre système, à nos clusters Nutanix. Un point aussi important pour la sauvegarde et la restauration des bases de données, il est vraiment important de faire des sauvegardes de manière consistante et régulière. C'est-à-dire ça peut être des sauvegardes qui vont être soit au travers de sauvegardes avec des points de sauvegarde au jour le jour et tout au long de la journée, soit aussi on peut faire appel à une technique qu'on appelle le CDP, qui s'appelle le Continuous Data Protection. On va sauvegarder tout au long de la vie de la base de données jusqu'à la dernière transaction toutes les données qui sont à l'intérieur de votre base de données en permanence. Chez Oracle, on fait généralement appel à un outil en ligne qui s'appelle Recovery Manager, plus connu sous le nom de Herman. Donc il est relativement fastidieux à utiliser car non pas qu'il soit pas performant, bien au contraire, mais c'est qu'il est très très riche en termes d'options, en termes de configuration, et parfois ça peut être assez fastidieux que de l'utiliser en ligne de commande. Il est préférable de l'utiliser d'ailleurs au sein de scripts. Il nécessite de bien valider d'ailleurs et configurer et vérifier les scripts afin d'avoir un résultat probant et de ne pas être devant par exemple une base vide restaurée alors qu'on souhaitait des données à l'intérieur. Il faut savoir aussi que l'outil Herman consomme beaucoup de ressources CPU sur le serveur qui héberge le moteur de base de données, donc il peut être intéressant d'avoir des fonctionnalités de offload et ERA au travers de ces mécanismes où on va appliquer les best practices Nutanix au sein du déploiement et de la sauvegarde des bases de données permettra d'amoindrir ce phénomène. La sauvegarde peut rapidement dépasser la fenêtre de sauvegarde allouée et ne pas permettre la mise à disposition des applications en temps voulu. Il n'est pas rare effectivement que les bases de données grossissent à tel point que par exemple à la fin de la nuit, la sauvegarde n'est pas encore terminée alors que vos premiers utilisateurs arrivent et les applications ne sont pas encore ouvertes et ne sont pas encore aptes à être utilisées. Et sait aussi adresser et réduire ces fenêtres de sauvegarde de base de données. Et puis la restauration peut être aussi relativement longue. Là encore, ERA, grâce à sa Time Machine, permet, et l'utilisation des fonctionnalités intrinsèques du système Nutanix, permet d'amoindrir, de raccourcir tous ces temps à la fois de sauvegarde, de restauration, de mise à disposition des bases de données. Et puis enfin, il permet de simplifier à l'extrême toutes les tâches fastidieuses qui sont liées aux sauvegardes et aux restaurations. En résumé, lorsque l'on parle de moteur de base de données, on utilise au sein d'une organisation plusieurs moteurs de base de données. Là, j'ai parlé d'Oracle, mais sachez qu'ERA s'est adressé les moteurs Postgre, MySQL, SQL Server. Il s'est adressé tout type de base de données, de la plus petite à la plus grosse, possédant jusqu'à plusieurs téraoctets de données. ERA est aussi très utile pour gérer les multiples copies de ces bases de données que vous pouvez avoir à déployer au sein de votre organisation. Et enfin, ERA permet, dans le cadre du déploiement, du management ou du tech refresh, par exemple, du refresh pardon, de vos bases de données complexes, il vous permettra aussi de simplifier considérablement. Voilà. Voici le process traditionnel d'approvisionnement d'une base de données au sein d'une organisation. Cela peut prendre des heures, des jours, voire des semaines. Il faut ouvrir un ticket de la part de l'utilisateur, recevoir ce ticket afin de demander la création de base de données, relever toutes les spécifications qui sont utiles, configurer le stockage, le serveur, le réseau, créer un cluster peut-être pour faire de la haute disponibilité et avoir de la performance, provisionner la base de données, bien entendu l'intégrer aux sauvegardes de l'entreprise, et enfin l'utilisateur accède à sa base de données et son application peut être mise en place.
Ce type de processus, très clairement dans une organisation, ça peut prendre des jours, voire des semaines, très facilement. Ce que je vois régulièrement notamment, c'est que ce sont au niveau réseau, c'est assez récurrent. J'ai pu m'apercevoir que les gens du réseau mettent un peu de temps à donner par exemple les adresses IP ou à provisionner les ports pour que les serveurs puissent accéder au réseau. C'est quelque chose de très régulier. Donc il faut peut-être avoir une infrastructure déjà prête, on est capable, on a automatisé ce genre de choses, où les gens du réseau nous ont déjà donné des éléments qui seraient préconfigurés que l'on pourrait utiliser dans le cadre du déploiement de notre base de données. Bien entendu, lorsqu'on déploie une application de la sorte dans une organisation, on fait appel souvent à plusieurs teams au sein de l'entreprise. Il va y avoir l'entité qui gère les machines virtuelles, celle qui gère les serveurs, celle qui gère le réseau, celle qui gère le stockage. Là aussi, l'utilisation d'un environnement de type Nutanix permet de complètement amoindrir ce cycle et ces frictions que l'on pourrait rencontrer au sein des organisations en utilisant nos infrastructures de type HCI, donc hyper convergées. Bien entendu, le fait de ne pas répondre en temps et en heure, ou en tout cas de mettre du temps à déployer des bases de données, pour l'entreprise est très handicapante, car du coup, son agilité est amoindrie et donc on ne répond pas en temps et en heure aux demandes, notamment du COMEX ou en tout cas des grands projets de l'entreprise. Le taux d'innovation par le digital est en baisse et bien entendu, le time to market, et Dieu sait que c'est très important aujourd'hui dans le digital, est considérablement allongé. ERA vous permettra de réduire, en s'appuyant sur son infrastructure Nutanix, sur lequel il est hébergé, vous permettra complètement d'adresser tous ces points. Quelque chose aussi qui est très important, donc ce sont des chiffres qui proviennent de IDC, donc l'organisme bien connu de collecte et de statistiques et qui donne les tendances, c'est qu'on s'aperçoit que principalement aux États-Unis, et c'est valable, on le retrouve aussi en Europe, beaucoup de bases de données sont présentes au sein des organisations. Au moins 200 bases de données critiques dans les plus grandes entreprises sont présentes au sein des organisations. Effet cohérent mais assez étonnant, on en retrouve souvent jusqu'à 10 copies. Pourquoi? Parce que les bases de données de production sont tellement essentielles qu'on doit les dupliquer pour être sûr de les sécuriser. On doit aussi fréquemment faire des tech refresh, faire des développements, avoir des copies en read-only, par exemple pour les présenter sur le web, avoir des copies pour les gens qui font des développements et ça peut inclure plusieurs entités qui font des développements. Et on s'aperçoit qu'au final, l'espace utilisé par les bases de données au sein des organisations, euh, celui qui est en production est relativement faible, il ne représente quasiment que 18% de l'espace de stockage alloué aux bases de données. C'est vraiment ce qui est utilisé pour la production, les 82% restants étant utilisés par les recopies. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez pénalisant parce qu'on se retrouve assez facilement du coup avec plus de 2000 bases de données. Donc d'un point de vue licensing c'est un problème, mais aussi d'un point de vue espace de stockage. Donc énormément d'argent et j'allais dire mis en jeu par la mise en place de ces copies et vous consommez aujourd'hui jusqu'à 56 milliards de dollars, en tout cas c'est ce qui est prévu en 2020, 56 milliards de dollars sera alloué au stockage quasi inutile, un stockage qui est aussi chronophage et qui diminue l'agilité au sein des infrastructures qui gèrent des bases de données. 32% des tâches par jour pour les admins de bases de données sont dédiées à ces recopies, ce management de ces copies, et ça représente jusqu'à 40% de son temps par semaine. C'est colossal, c'est colossal. Bien entendu, les outils qui permettent de faire les rafraîchissements des bases de données ne sont pas forcément triviaux. Je fais référence au produit Herman dont on parlait précédemment. Donc du coup, fréquemment, les administrateurs de bases de données, les DB admin, ne font pas ces tâches de tech refresh de refresh tout court de base de données, qui pourtant seraient bien utiles en termes de performance et en termes d'analyse de flux, permettraient d'accélérer, en tout cas de maintenir le niveau de performance des bases de données. ERA,
là aussi vous permettra d'adresser l'ensemble de ces problèmes grâce à l'utilisation optimisée du système de fichiers Nutanix. On va pouvoir, grâce à ERA, réduire l'empreinte, ces 82% inutiles d'espace, j'allais dire complètement, c'est une vraie gabegie utilisée de manière totalement inutile, en tout cas avec redondance. ERA vous permettra, en utilisant les snapshots du système de fichiers Nutanix, de réduire complètement cet espace. Et en fait, en quelques minutes, vous pourrez mettre à disposition une base de données, plusieurs copies, et qui ne consommeront pas la totalité de votre stockage inutilement. En résumé, les services proposés par Nutanix ERA sont de deux grands ordres, on va dire. D'une part, on a le One-Click Provisioning qui vous permettra de provisionner des images personnalisées et adaptées aux besoins de votre entreprise de vos moteurs de base de données. Et je le rappelle, il concerne Oracle, mais pas seulement. ERA vous permettra de proposer un catalogue de bases de données avec des profils de base personnalisés pour le serveur, le réseau, les paramètres de la base et ainsi de suite. Bien entendu, grâce toujours au one-click, les SLA des bases de données seront respectés car vous pourrez mettre en place et respecter des RPO allant jusqu'au support de la sauvegarde à la transaction. Elle peut être aussi quotidienne, mensuelle, ça peut être de l'archive annuelle. On verra ça dans la démo tout à l'heure. Bien entendu, dans la partie copy data management que proposera, on a notre time machine qui vous permet de maintenir les SLA de restauration avec une récupération à la demande ou réaliser des opérations de clonage, d'actualisation, de refresh de base de données en un clic. Le one click refresh, ce sont vraiment des clones instantanés qui va jusqu'au niveau de transaction avec des scripts par exemple d'anonymisation, de masquage de données. Et enfin, on a grâce à l'outil CDM, Copy Data Management, le One-Click Backup, c'est-à-dire vous pouvez réaliser des sauvegardes cohérentes, donc cohérentes d'un point de vue base de données applicative, instantanément, sans nécessiter un spécialiste de la sauvegarde. Nous allons donc passer à la démonstration de quelques fonctionnalités de ERA. Voici donc l'interface de notre produit ERA. Ce que vous observez immédiatement, c'est que c'est une interface qui est relativement synthétique, relativement dépouillée. Elle vous donne vraiment l'essentiel des informations et vous donne un état très rapide du fonctionnement de votre infrastructure de provisionnement des moteurs de base de données et de leur protection. Nous avons ici sur la gauche le nombre d'images sources, c'est-à-dire d'images master de les bases de données maîtresses provisionnées actuellement au sein de ERA, le nombre de clones qui ont été générés à partir de ces images master, l'espace de stockage économisé. On se rend compte qu'on a fait une économie de 7,5 pour 1 en utilisant ERA pour provisionner ces différentes images de base de données. En dessous, on retrouve la taille initiale des images maîtresses. Au milieu, on a un état de la time machine, c'est-à-dire de l'outil de protection et de là où on est sur nos bases de données. C'est une version synthétique de la chose avec en dessous le nombre d'images actuellement disponibles pour la time machine. Et puis enfin sur la droite, on a un état synthétique des différents avertissements que l'on pourrait avoir par rapport à telle ou telle tâche qui se serait plus ou moins bien déroulée. Et c'est là qu'il faudra éventuellement opérer, avoir une action humaine pour corriger les problèmes. Pour accéder sur la partie d'administration, ce que je vous propose, c'est d'utiliser tout d'abord d'aller dans le menu profil. Dans ce menu profil, on va vraiment renseigner ERA sur nos attentes. C'est-à-dire on va créer nos images maîtresses de base de données. On va aussi déterminer les ressources que vont utiliser les différentes images de base de données générées sur le cluster. On va déterminer le réseau sur lequel fonctionneront ces différentes images, sachant qu'on peut faire vraiment une ségrégation. Et puis enfin, on donnera des paramètres plus intimes au moteur de base de données,
On va y revenir dans quelques instants en déterminant par exemple la taille mémoire qu'utilisera une base de données dans sa VM. Donc par rapport à la partie software ici, eh bien en fait ce que l'on fait c'est qu'on va générer et provisionner un certain nombre d'images. Donc c'est une tâche qui incombera à votre DBA, au DBA de l'entreprise. Donc il faudra qu'il crée les différentes images principales qui seront vraiment optimisées pour votre organisation. C'est-à-dire qu'il y aura bien vos images, donc il y aura ce premier travail à réaliser de provisionner des images dans leur VM avec les éventuels patchs. On le voit ici, ça s'appelle PSU par exemple. Patch Software Update, pardon, d'Oracle, c'est un petit peu le terme employé dans le monde Oracle pour dire voilà, j'ai une version d'Oracle patchée dans telle version. Et ici, on voit la date. Et on a ici provisionné à titre d'exemple différentes images Oracle 11 et 12 ainsi que des images de l'outil open source de base de données qui s'appelle Postgre. Donc on a de la version 9.6 et de la version 10.4. En dessous, on retrouve ce que je vous expliquais à l'instant, les ressources. On va déterminer ici les ressources auxquelles auront droit les bases de données que vous générerez en termes mémoire et en termes CPU. En effet, on peut imaginer que des bases de données de production doivent être clonées par exemple en vue de faire un test ou pour un développeur qui doit porter une modification à des fins de recette ou de qualification. Et en fait, on n'est pas obligé de donner toutes les ressources comme une image de production à une base de test. Donc on va pouvoir déterminer des profils. Si on clique sur Small, on se rend compte ici par exemple qu'on aura un vCPU avec 16 Go de RAM qui seront mis à disposition à la machine virtuelle concernée. Medium, on en aura 2, 4 et ainsi de suite. Bien entendu, vous êtes complètement autorisé à créer votre propre profil. Hein. Ce n'est absolument pas figé dans le marbre. ERA vous le propose, à vous de faire vos profils ou d'utiliser ceux existants qui sont peut-être adaptés à vos cas d'usage. Lorsque l'on clique sur Network, en fait là on fait référence au réseau, au VLAN déjà présent au sein de votre ou de vos organisations. Donc vous pourrez bien entendu dire je vais provisionner sur de la production, bien entendu sur de la production, pour du dev, pour du test et ainsi de suite. À vous d'adapter en fonction de votre usage sur vos réseaux, en accord bien entendu avec l'administrateur réseau. Enfin, ici, on a les DB paramètres. Alors, pour ceux qui maîtrisent un petit peu Oracle, là, je vais dire, on fait référence de manière plus conviviale, on va dire, au fichier init quelque chose.oracle que l'on trouve dans notre Oracle Home et qui détermine, par exemple, la taille des fichiers, la taille des blocs utilisés par le moteur Oracle pour écrire dans ces fichiers ou, par exemple, encore la SGA. Voilà, c'est une vision euh, j'allais dire, de ERA de ce fichier que vous pouvez très facilement mettre à jour, adapter en fonction de vos usages. Voilà. Donc ce que je vais vous proposer, c'est qu'on va provisionner donc une base de données. Alors on imagine que nos sources sont déjà présentes, donc pour provisionner les sources, c'est relativement simple. Hein. Il suffit de provisionner la ressource, donc ERA vous demandera d'accéder à un disque, de présenter une image et vous pourrez enregistrer à la fois le système d'exploitation, la base, le socle de votre moteur de base de données, ainsi que le moteur de base de données. À noter qu'il y a, et je vous rappelle, n'hésitez pas à aller lire la version, le README, puisque vous aurez dans les documentations la liste des bases de données qui sont supportées. Pour Oracle, c'est du Oracle, je vous rappelle, 11 et 12. Euh, pour, euh, pour Postgre, donc on a vu tout à l'heure qu'on était sur des versions 9 et 10. On a du SQL Server, mais on ne sait pas provisionner du SQL Server pour l'instant. C'est quelque chose qui va venir. En termes de système d'exploitation supporté, nous supportons actuellement avec ERA CentOS, c'est du 6.9, du 7.2, du 7.3. Du Red Hat Enterprise Linux 6.9, 7.2, 7.3 aussi.
de l'Oracle Linux 7.3. Ça peut être important pour les gens qui souhaitent bien valider le fait qu'ils sont dans un environnement Oracle. Bien entendu, nous supportons pour la partie SQL du Windows Server 2012, 2012 R2, 2016. Et il y aura d'autres versions qui viendront ultérieurement dans les futures releases. Mais voilà ce que nous supportons actuellement pour ERA en termes d'OS et de moteur de base de données. Voilà. Donc pour provisionner une base de données, c'est relativement simple. Il suffit de cliquer sur une base de données et puis voilà, on va avoir les informations qui nous intéressent sur cette base de données. Donc ici c'est par exemple une base de données qui serait dédiée à un CRM et on peut donc en provisionner. Voilà. Donc on va sélectionner ici le moteur Oracle et vous notez quelque chose qui est tout à fait intéressant, c'est qu'on a la faculté de provisionner une instance, un moteur de base de données avec sa propre base, mais on peut aussi provisionner donc un cluster RAC, Real Application Cluster pour les intimes. Et en fait, c'est quelque chose qui est relativement remarquable, car en fait, lorsque vous utilisez Oracle, nombre de personnes qui utilisent Oracle ont déjà pu observer que provisionner un cluster RAC, ça peut prendre des heures, voire facilement plusieurs jours. Et bien là, grâce à ERA, si vous avez enregistré et provisionné tout l'ensemble de votre infrastructure au sein de ERA, vous allez être capable de provisionner un cluster RAC en une dizaine de minutes, ce qui est quand même remarquable et qui vous gagne un temps énorme. Pour provisionner la base de données, deux méthodes. Soit on va pouvoir créer un nouveau serveur de base de données, donc générer un système d'exploitation, une nouvelle VM avec son moteur de base de données, soit pourquoi pas utiliser une VM déjà préexistante au sein de votre infrastructure. Là, on va en générer une nouvelle. Bien entendu, si on utilise une VM existante, on va reprendre toutes les informations de la VM, on va écraser le moteur par la version que l'on est en train de restaurer. Donc on va donner le nom du cluster, on va l'appeler cluster démo. Voilà, une description. Ma description, c'est une démo. Voilà. Ici, le fameux profil dont je vous parlais tout à l'heure, donc on va pouvoir éventuellement changer, medium, small, etc. Et puis évidemment, sur la partie réseau, il est entendu qu'on pourra là aussi aller sur prod, dev et ainsi de suite. Si on va garder sur prod, on est très bien comme ça. Et puis aussi, bien entendu, ici, les différentes images disponibles, vous vous rappelez, hein, voilà. On va garder voilà, une version 12.2 avec les patchs que nous a proposé Oracle en octobre 2018. Ici, si vous en avez besoin, vous pouvez insérer la clé publique qui sert à vous authentifier en tant que compte administrateur sur votre base de données. Je rappelle à toutes fins utiles qu'on peut aussi anonymiser les données au travers de scripts pré et post qui sont présents ici dans ce troisième panneau. Vous pouvez anonymiser les données. Pourquoi faire, me direz-vous? Eh bien, c'est par exemple dans le cadre d'informations qui contiendraient des informations sensibles comme des numéros de carte bancaire, des informations qui ne seraient pas conformes à la RGPD, enfin qui seraient protégées par la RGPD par exemple. Vous pouvez créer des scripts qui permettront de masquer directement les données, donc de cloner les bases de données tout en masquant les informations et en resettant ou en détruisant certains comptes qui n'ont pas lieu d'être ou des comptes sensibles que vous ne souhaiteriez pas voir passer entre différentes mains. Donc ça peut être une application que vous fourniriez à un développeur par exemple ou à une société de services qui ferait des modifications mais vous anonymisez les données. Et en fait ERA vous permet dans son process de provisionnement de passer des scripts d'anonymisation. Alors vous allez me dire mais pourquoi ERA ne le fait pas lui-même? C'est relativement simple. Nous, Nutanix, nous ne connaissons pas les tablespace, les tables de données, ni les données qu'il faut ou pas anonymiser. Donc on n'est pas en mesure, et sachant que chaque base de données est vraiment particulière, il y a autant de bases de données que d'utilisateurs, si je puis dire, charge à vous de déterminer les différentes données qu'il va falloir anonymiser et supprimer dans les clones. Et donc à vous, c'est vous qui avez la responsabilité de provisionner le script adéquat, tout simplement. On va donc donner ici la base de données qui nous intéresse, un nom de base de données, démo, DB démo, c'est bien ça, DB démo, voilà. Une description s'il y a besoin, son SID,
Voilà. Le port 1521, donc le port SQLNet utilisé, et puis on pourra donner la taille, la taille utilisée par le moteur de base de données. Bien entendu, un mot de passe, ça peut être bien utile puisqu'il va être reseté dans son clone. Il peut être bien entendu encrypté et on va utiliser les caractères 7, c'est-à-dire les codes internationaux qui permettent d'avoir ou non accès aux accents. En tout cas, vous référez à vos applications pour savoir quel caractère 7 utiliser au niveau du provisionnement des bases de données. Éviter, enfin rester compatible en ce sens que si vous partez de quelque chose qui est une base de données qui a été provisionnée avec un caractère 7 qui est américain, essayez de conserver celui-ci, sinon vous aurez des désagréments, notamment au niveau des accents dans les enregistrements. Voilà. On va donner donc ici sur la Time Machine. Alors la Time Machine, c'est cet outil qui va vous permettre vraiment de protéger de manière continue. Ça va être vraiment du Continuous Data Protection, c'est-à-dire vraiment de la protection continue de vos moteurs de base de données. On va protéger continuellement jusqu'à la dernière requête l'ensemble des informations qui vont transiter et des requêtes qui vont passer sur votre moteur de base de données. Et ça, c'est assez intéressant. C'est vraiment une fonctionnalité qui vous permet d'aller au-delà de ce que fait un système de sauvegarde traditionnel. Vraiment, vous pouvez aller sauvegarder jusqu'à la dernière transaction. Alors, vous allez me dire comment ça se passe. C'est relativement simple. Chez Nutanix, on n'a pas réinventé la roue. On utilise vraiment les mécanismes ici déjà présents au sein d'Oracle. On utilise un premier produit qui s'appelle Airman. Donc, c'est l'outil de sauvegarde traditionnel et standard d'Oracle. L'intérêt d'utiliser Airman, c'est quoi? C'est si vous aviez un problème avec par exemple un désastre au niveau de votre salle informatique principale qui hébergerait la machine ERA et que cette machine ERA n'est pas immédiatement disponible et que vous devez restaurer des bases de données à partir de sauvegarde, on est vraiment dans le désastre là. On est vraiment dans quelque chose, on a eu une crue, une inondation, un cyclone, je ne sais quoi, mais on part vraiment de très loin ou un incendie majeur. Vous pouvez restaurer par exemple des images qui seraient stockées dans le cloud. Vous pourrez restaurer ces images à l'aide des outils Oracle. Vous n'aurez pas besoin de Herman. Donc on est vraiment resté sur la philosophie de on ne se rend pas nécessaire. Et c'est vraiment aussi là un trait très particulier de Hera. C'est vraiment un outil qui vous facilite. On a englobé avec une interface graphique agréable, pardon, Herman, excusez-moi, je bug. On a vraiment englobé donc Herman dans une interface graphique, pour autant on n'a pas rendu nécessaire. Donc vous pouvez parfaitement continuer d'utiliser les outils traditionnels Oracle. Donc on va faire un snapshot avec Hera. Et entre ces snapshots, on va capturer ce qu'on appelle le journal de transaction, les read ou log, et on va les insérer dans notre moteur de base de données. Vu que ce sont des journaux de transaction, ils sont relativement compacts, finalement ça ne prendra pas beaucoup de place. Voilà. Donc on va donner ma time machine démo. Donc cet outil de provisionnement va nous générer aussi une VM qui sera une time machine qui protégera votre moteur de base de données, celui qu'on est en train de générer. Voilà. C'est tout ce que j'ai à faire. Alors, pour voir où ça en est, il suffit d'aller cliquer ici. Je vous rappelle, on peut aller voir au niveau, en cliquant opération, on peut aller voir aussi ici le déroulement, si je puis dire, du provisionnement de la base de données. Donc en gros, vous allez voir, ça va prendre environ 10-12 minutes. Et je vous rappelle, on est sur un cluster qui est hybride, pas un cluster qui est uniquement SSD et très performant. On a à la fois du disque mécanique et du disque SSD. Donc vraiment, c'est un outil qui tire parti toutes les fonctionnalités du système de fichiers du cluster Nutanix et qui en même temps permet d'accomplir toutes les tâches très compliquées, notamment au niveau réseau, pour provisionner un cluster Oracle. Et Dieu sait que c'est souvent compliqué. C'est vraiment même d'ailleurs, j'ai pu l'observer, la tâche la plus compliquée que d'aller interroger, récupérer des adresses IP auprès des gens qui font du réseau pour créer un cluster. Et ça peut prendre des jours, des semaines, voire des mois. J'ai déjà vu. Alors si je reviens, on va laisser tourner notre provisionnement de moteur de base de données. Si on vient ici sur la time machine, voilà à quoi ça ressemble. On a ici une time machine, donc voilà. Voici le tableau en question. Donc notre time machine, ça se présente de cette manière. Donc ici, vous avez, on va partir de droite pour aller sur la gauche. Vous allez en vert clair. Le niveau de protection, si je puis dire, de la base de données concernée. Je m'explique. Tout ce qui est en vert, et c'est sur un mois glissant, en fait c'est la protection de l'ensemble des données
de la base qui est réalisé à la transaction près. C'est-à-dire que à chaque transaction, toutes les transactions sont enregistrées, sauvegardées au sein de la time machine. C'est-à-dire qu'à n'importe quel endroit, on peut aller par exemple sur le 27 et demander par exemple à restaurer une donnée qui serait située, je ne sais pas, ici par exemple à 6h23 du matin. C'est tout à fait réalisable. Ce qui est en bleu, c'est pour des questions d'espace de stockage, mais rien n'interdit de le customiser, vous pouvez le changer si ça vous chante. Ici, en bleu, ça veut dire qu'on garde une image de la base de données par jour. Voilà, donc ici, je ne vais plus avoir qu'une image qui est réalisée à 1h du matin, au-delà d'un mois. Et donc, on a tous les jours, à 1h du matin, on aura une image de la base de données. Au-delà de ce mois, quand on arrive à 3 mois, ce ne sera plus que une image de la base de données pour la semaine concernée. Puis après, ce sera pourquoi pas au quarter, puis ce sera pourquoi pas une image par an. C'est quelque chose qui peut être fort utile, par exemple, lorsque vous faites une clôture d'une comptabilité. L'intérêt, c'est que généralement, ce que l'on fait en production, on fait une sauvegarde et un snapshot avant la clôture pour que tout se passe bien, parce que des fois, il peut y avoir des soucis. Et puis après, on va conserver après la clôture, si tout est correct, sur ordre du directeur financier de l'entreprise, on va faire une clôture, on va faire un deuxième snapshot qui sera vraiment l'image de référence pour les comptables et pourquoi pas pour l'administration en cas de contrôle. Vous pourrez garder cette image et la stocker, par exemple, sur un espace de stockage cloud qui serait de type worm, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas effacer, ce serait vraiment une image certifiée de votre clôture de comptabilité et qui sera vraiment, j'allais dire, l'outil essentiel. Si un jour vous avez un contrôle fiscal, ça peut malheureusement arriver, ce sera vraiment l'image de référence que vous pourrez restaurer pour prouver éventuellement s'il y a des doutes, vos dires. Voilà. Donc ce que l'on va faire, on va s'amuser à quelque chose. Hop, on va récupérer un clone d'une base de données, donc ça passe toujours par le clone, on va vraiment restaurer une base de données. Voilà, je vais proposer, on va aller prendre une base de données à partir d'un snapshot, voilà, par exemple. Et puis là, vous voyez, point in time, c'est vraiment cette protection continue de la base de données. On va pouvoir vraiment sauvegarder à la seconde, à la dernière transaction. Allez, hop, voilà. On va restaurer cette base de données à 16h25 et 50 secondes, cette base de données ayant fonctionné le 8 janvier. Voilà, j'ai vraiment besoin. On peut aussi partir du snapshot, du dernier snapshot le plus près, hein, c'est tout à fait possible, mais là on va être sur du point in time, ça va être beaucoup plus rigolo. Next. Voilà. Là encore, on peut soit réécraser, parce qu'on a eu une corruption dans la base de données, on peut réécraser la base de données présente le 8 au sein d'une machine virtuelle. On peut aussi créer une copie, parce que vous auriez quelqu'un, une entreprise qui ferait du développement, qui aurait besoin d'accéder à ce moteur. Alors on va donc restaurer, donc c'est une copie de ce CRM, on va mettre ça sur le réseau dev, parfait. Next. Alors on a fait small puisque ce sont des gens qui vont développer, on n'a pas besoin de donner toutes les ressources du cluster pour faire fonctionner leur outil. C'est une restauration de base de BD 8.01.19. Voilà. On va donner un mot de passe s'il y a lieu. Donc le mot de passe est complètement existant et complètement anonymisé et vous pouvez le resetter. Bien entendu, vous pouvez là encore anonymiser les enregistrements. Par exemple les numéros de carte bancaire qui traîneraient, toute autre information sensible que vous ne souhaiteriez pas voir mise à disposition des gens qui vont utiliser ce moteur. On va cloner et voilà. Donc toujours cette philosophie du one click, hein. On renseigne très précisément des informations relativement concisement ces informations et derrière on a accès tout de suite à des tâches qui, lorsque vous faites avec Herman un restore, ça peut prendre longtemps. Il ne faut pas se manquer dans les options qui sont souvent un peu compliquées, notamment dans Herman pour restaurer, ça peut prendre aussi du temps et ainsi de suite. Et là on va voir donc dans quelques minutes notre base de données va être restaurée dans une nouvelle machine virtuelle disponible dans le catalogue et puis on aura aussi la base de données qui va être clusterisée, la base de données clusterisée qui va être provisionnée. On va attendre quelques minutes que ça se passe. Alors voilà, l'ensemble des tâches que nous avons demandées à ERA ont été réalisées. La base de données dont nous avons demandé la restauration est opérationnelle, a été restaurée, ça s'est déroulé en environ 10 minutes. Quant au cluster rack,
savez, ce fameux cluster RAC qui prend souvent des heures, voire des jours à être provisionné pour qui administre des bases de données sait de quoi je parle. Là, on l'a fait en 12 minutes. Hera a pris la main et nous a provisionné un cluster RAC à 2 nœuds, hein, on a bien 2 nœuds démo 1, démo 2, en 12 minutes. Et ce cluster est opérationnel, hein, il est bien accessible avec son adresse IP, il est open, il est prêt à être utilisé. Donc imaginez, messieurs les administrateurs de bases de données, tout le temps que vous allez pouvoir accorder à vos métiers en économisant ce temps qui est dédié à l'infrastructure et qui est presque inutile. Donc n'hésitez pas à revenir vers vos représentants commerciaux Nutanix afin de solliciter une démo et de pourquoi pas avoir une discussion plus approfondie par rapport à Hera et à le mettre en place sur vos infrastructures. Je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé et puis je vous souhaite une excellente continuation.